Comme tous les sujets qui sont à la mode, il y a un phénomène que l'on appelle le washing. Et évidemment, le féminisme n'échappe pas à la règle. Et justement, mon invité du jour, Léa Lejeune, a écrit un livre qui s'appelle Féminisme washing, pour essayer de comprendre comment les marques, comment les institutions, comment parfois des personnes utilisent ce principe, ces valeurs, entre guillemets, pour faire du business. Et donc, on va parler avec Léa de tout ce sujet pendant cet épisode que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Léa. Bonjour Grégory. Est-ce que ça va bien ? Oui, ça va mieux depuis que les restaurants et les bars ont réouvert notamment. Effectivement, ça fait plutôt pas mal de bien. Donc, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Féminisme washing. Et dans l'introduction, il y a une chose qui me questionne, parce que vous parlez du fait que le féminisme est devenu à la mode. Est-ce que c'est un problème, ou est-ce que c'est justement la conséquence nécessaire à ce que le féminisme s'installe ? Je pense qu'effectivement c'est nécessaire qu'on passe à un moment d'idées qui sont au début minoritaires, qui ont été portées par l'extrême gauche, par des militantes, beaucoup en France par des lesbiennes, par des autrices, parfois confidentielles. Et donc c'est nécessaire qu'en fait à un moment ça dépasse la sphère universitaire et militante et ça devienne quelque chose de grand public pour parler à une génération en entier, pour que chacun puisse se l'approprier avec ses valeurs, son interprétation, qui parfois peut être critiquée par les militantes parce que c'est jugé insuffisant ou pas assez puriste. Mais en tout cas, oui, il faut que ça devienne un peu à la mode, ça devienne un peu mainstream. Et et dès le début, je cite au début du livre une étude Harris Interactive qui dit que maintenant 58% des Français se disent féministes et que ça monte même jusqu'à 77% chez les très jeunes femmes de moins de 25 ans. Et oui, c'est un passage obligé. Parce que vous faites effectivement référence à Frida Kahlo, aux débardeurs qui sont à slogan, etc., aux Futurist Female de Dior. Donc tout ça, en fait, ça montre simplement que ça s'installe comme une sorte de nouvelle normalité. Et encore que on pourrait le discuter parce qu'on a vu pendant le confinement qu'il y a eu une sorte de retrait, que ce soit en ce qui concerne la violence faite aux femmes, mais aussi dans des tâches, on a vu ça pendant le confinement, des tâches qui étaient mal redistribuées, c'est-à-dire qu'on revoyait le schéma assez ancien de la femme qui s'occupe du foyer et puis du mec qui travaille, quoi. Je dis pas que c'est évidemment le cas dans tous les foyers, etc., hein, mais on l'a revu quand même. Donc quelque part ça s'installe, parce que voilà ce qu'on vient de décrire, et puis de l'autre côté ça vacille un peu, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait il y a une contradiction entre les représentations et les stéréotypes. Là il y a une évolution qui est nette sur ce qu'on a envie de voir, les images de femmes auxquelles on a envie de s'identifier. Vous citiez tout à l'heure Frida Kahlo, les messages féministes ou d'empowerment qu'on porte sur nos t-shirts et qu'on a envie de partager, et à la fois la réticence, le recul, les mauvaises habitudes, le fait qu'effectivement pendant le confinement du coup on s'est retourné plus vers le foyer et les femmes ont repris beaucoup plus les tâches dont elles avaient réussi à s'émanciper, donc faire la cuisine, s'occuper des enfants, etc. Et c'est aussi la faute de ces messieurs qui ne se sont pas assez mobilisés pour les aider, et je pense qu'il faut pas nier ça. Donc oui, de toute façon, le combat féministe, il est pas terminé tant qu'en fait ce sera pas la norme, tant qu'en fait les genres nous obligeront plus à nous assigner à un rôle plutôt qu'à un autre et nous laisseront pas encore la liberté d'être qui on veut. Tout ça n'est pas terminé. Et en même temps, vous faites vous-même référence au paradoxe de Tocqueville. Peut-être vous pouvez l'expliquer dans ce contexte-là et me dire ce que vous en pensez dans le contexte du féminisme.
Alors oui, le paradoxe de Tocqueville, je le cite tout à la fin du livre pour expliquer qu'on peut avoir l'impression par moment en tant que militante ou en tant que jeune femme que on n'est jamais assez près du féminisme, qu'on n'arrive jamais à l'égalité que l'on souhaite et que l'on chérirait. En gros, le paradoxe de Tocqueville, l'idée c'est plus je me rapproche d'une idée ou d'un idéal. Donc lui, il avait utilisé sur la démocratie en Amérique, mais plus je me rapproche de cette idée ou cet idéal, plus ça me paraît intolérable l'écart qu'il y a entre cet idéal et ma réalité. Plus ça me paraît intolérable que l'égalité salariale soit pas là, que l'égalité dans les tâches ménagères soit toujours pas atteinte, que les violences faites aux femmes continuent et qu'on continue à avoir des féminicides chaque année. Plus on se rapproche de ça, plus ça nous paraît intolérable. Et notamment, moi je le cite donc tout à la fin, dans les entreprises qui se disent féministes et qui font des efforts pour coller aux idéaux d'égalité, mais qui par contre ne respectent pas l'égalité en réalité avec leurs salariés. Mais ça, on va y revenir peut-être plus tard. Forcément, forcément, parce qu'en fait, donc du coup, le bouquin s'appelle Feminism Washing. Je voulais savoir, alors peut-être d'abord expliquer ce que c'est que le féminisme washing, même si je pense que les gens maintenant ont une bonne idée, parce qu'on a tellement parlé de greenwashing que quand on parle de féminisme washing, je pense que ça parle tout seul. Néanmoins, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi vous avez écrit le bouquin. Alors. Tout à fait. Donc le concept est dérivé du greenwashing. Donc vraiment, le greenwashing, c'était l'écart entre nos idéaux écologiques et ce que faisaient réellement les entreprises. Donc, le féminisme washing, c'est un concept qui est peu utilisé et que, en tout cas, moi, je lui donne du corps et une définition. Donc, c'est la réappropriation par le marketing, la publicité et la communication, par les entreprises, des idées et des concepts féministes, donc qui appartiennent au départ au militantisme ou à la politique. Et cette réappropriation qui ne va pas, en général, avec une manière de bien traiter les femmes en interne dans les entreprises. C'est-à-dire dans les ressources humaines, dans la manière de produire et de réaliser les produits. On y reviendra plus tard peut-être, mais c'est par exemple les t-shirts qui sont fabriqués au Bangladesh par des femmes sous-payées qui sont dans de mauvaises conditions de travail et derrière sur lequel on met genre le pouvoir aux femmes. C'est quelque chose qui en fait est pour moi absurde et qui relève du féminisme washing. L'écart entre la communication, le marketing et la réalité des femmes dans les entreprises et la société. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous citez plein d'exemples en citant les marques. Donc, oui. Du coup, on peut y aller. Donc, il y a Dior, entre autres, il y a H&M, il y a Zara, il y a Nike aussi. Nike qui... Enfin, moi, je pense que c'est un des exemples, pour moi, en tout cas, un des exemples les plus emblématiques, parce qu'effectivement, ils ont fait Nike She Runs, ils ont fait toutes ces campagnes autour de la libération de la femme, de l'empowerment, etc. Et en même temps, c'est difficile d'ignorer que les produits sont effectivement faits à moindre coût dans des pays où les femmes sont pas forcément très bien traitées, quoi. Alors, Nike, c'est pas moi qui cite cet exemple. Il est dans le bouquin pourtant. Non, il est pas. Enfin, non, il est pas vraiment dans le bouquin. Il est dans un article qui reprend le bouquin. Ah, d'accord. Et en fait, alors attends, je vais refaire toute cette phrase peut-être. En fait, pour moi, c'est important de citer les marques. Tu sais, c'est la pratique du name and shame. C'est une pratique qui est peu utilisée parce que justement, on a toujours peur que les marques attaquent les journalistes, par exemple, qui font de l'enquête et qui dénoncent tout ça. On a toujours peur, de se brouiller avec un tel et un tel. Pour moi, c'était important de dire les marques d'abord pour que les jeunes femmes et moins jeunes d'ailleurs, les personnes qui lisent le livre se sentent concernées, qu'elles se rendent compte que c'est dans leur quotidien, dans les vêtements qu'elles achètent, le maquillage qu'elles mettent sur leur visage, les marques un peu chouchou qu'elles suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je voulais montrer qu'en fait ça touchait tout le monde, quoi, que c'était pas juste un truc des grandes entreprises, etc. Donc oui, effectivement sur Nike il y a un truc comme ça, sur Dior il y a quelque chose
comme ça. Et en fait, on se rend compte que le prix que l'on paye ces objets-là ne va pas dans les poches des personnes qui les fabriquent, mais beaucoup dans le marketing, la publicité. En fait, l'échelle de valeur est faite de telle manière que ce sont rarement les femmes qui les fabriquent à l'origine qui en bénéficient. Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser, du coup, des jeunes filles, des femmes qui achètent ces produits-là? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'information, ou alors, en fait, finalement, elles s'intéressent pas suffisamment au sujet, ou alors elles abordent le féminisme, mais finalement de manière trop distante. Qu'est-ce qu'on peut en penser? En fait, il y a plein de cas de figure très différents. Elles abordent le féminisme, parfois elles viennent de le découvrir et donc elles ont envie de l'afficher clairement sur leur t-shirt ou dans les objets Frida Kahlo, etc. Mais effectivement, ce qu'il faut remarquer, c'est que les marques communiquent très peu sur la réalité de tout ça. En fait, c'est un peu comme quand on a commencé à acheter des produits bio et écolo. C'est-à-dire qu'on voyait des labels, on voyait l'utilisation de la couleur verte sur les paquets, on se disait que en fait c'était pour nous et qu'on faisait des efforts. Et puis au final, on s'est rendu compte en utilisant par exemple des applications comme Yuka que en fait ces produits-là n'étaient pas réellement bio-écolo. D'ailleurs, je regrette qu'il n'existe pas un Yuka du féminisme washing. Ce serait absolument parfait si quelqu'un a l'idée pour que les consommatrices puissent se repérer dans tout ça. Et moi, je juge pas ça dans le sens où je raconte même dans le livre que je me suis fait moi-même avoir alors que j'écris sur le féminisme depuis 2010 quand j'ai acheté un objet de déco à l'effigie de Frida Kahlo. Parce que justement, elle représentait une image de femme indépendante, une peintre forte qui avait gagné sa vie toute seule. Puis il y avait une sorte de beauté un peu différente dans son regard. Et en fait, ce que je montre dans l'enquête, c'est que derrière, il y a la Frida Kahlo Corporation, qui est une multinationale fondée par les ayants droit et un homme d'affaires mexicain, qui récupère des royalties sur chacun des petits objets. Donc, vous achetez dans une boutique de souvenirs un pins Frida Kahlo, ils vont toucher un pourcentage à chaque fois. On est vraiment dans le paroxysme du capitalisme. Et ça, à moins de prendre le temps d'aller faire des recherches sur Internet, ces informations-là, elles sont très peu disponibles. Ouais, effectivement, c'est marrant. En fait, ce que vous décrivez dans le bouquin, c'est qu'il y a différentes endroits, il y a différents endroits dans lesquels on retrouve du féminisme washing. Il y a évidemment la pub, mais il y a aussi les objets, comme on vient de le voir. Il y a parfois des événements, il y a le gouvernement ou en tout cas les États. Il y a les réseaux sociaux. En fait, ça se diffuse un peu partout. Peut-être qu'on peut parler un petit peu des magazines féminins, parce que ce que vous dites, c'est finalement la presse féminine, en raison de son business model, finalement, elle peut quasiment pas être féministe, ou en tout cas difficilement être féministe. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Mais tout à fait. Tout à fait. Effectivement, en gros, les secteurs qui sont les plus touchés par le féminisme washing, pour moi, ce sont les secteurs économiques dans lesquels la majorité des travailleuses sont des femmes et la majorité des clientes sont des femmes. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup du textile, mais aussi la presse féminine et par aussi toutes les valeurs, les images qu'elle véhicule, fait partie du féminisme washing. En fait, ce qu'on voit, par exemple, en couverture maintenant de Elle ou de Marie-Claire, c'est de plus en plus de sujets féministes. On va voir des sujets sur le harcèlement de rue, des sujets qui parlent des règles sans détour, des sujets qui parlent du postpartum, de la grossesse, etc. Qu'on n'avait pas forcément avant, parce que ces sujets-là, ce sont des sujets parfois durs, qui envoient pas du rêve. Et c'est vrai que l'usage de la presse féminine en général, c'est pour se détendre dans le canapé ou sur la plage pendant l'été. Et en fait, la presse féminine se rend compte aujourd'hui qu'il faut qu'elle utilise toutes ces références-là et toutes ces aspirations parce que ses lectrices le veulent. Mais en même temps, cette presse féminine, elle a deux personnes qui la font vivre et qui font ses recettes. Les lectrices, les acheteuses, mais aussi les marques, en fait, puisqu'elle vit aussi beaucoup de la publicité, donc les pleines pages de publicité de luxe, surtout, les parfums, les cosmétiques, donc les vêtements aussi.
Et en fait, elle est obligée de faire plaisir à ses annonceurs. Donc, elle peut pas écrire tout et n'importe quoi. Et surtout, elle doit continuer à défendre le discours habituel sur les aspirations à la beauté, et notamment la beauté mainstream, entre guillemets, hein, c'est-à-dire la minceur, une peau sans petites imperfections, sans taches de rousseur, sans boutons. Tout ce truc-là, elle doit continuer à le défendre. Et en fait, ce que ça produit, c'est que du coup, elle a un peu un pied dans chaque camp aujourd'hui. Elle sait pas trop sur quel pied danser. Et puis, pour les lectrices, c'est particulièrement gênant parce qu'en fait, on sait jamais, on a l'impression qu'on va s'émanciper en lisant un article sur une page. Et puis, à la page suivante, on nous rappelle que quand même, il faut être jolie, bien habillée, comme ceci, comme cela et tout ça. Et voilà. Donc, c'est dur pour les femmes aujourd'hui. Et en même temps, il y a des marques qui ont essayé d'aller dans l'autre sens. Vous parlez de Dove, entre autres, qui a eu cette campagne. Alors, les plus jeunes ne s'en souviennent pas nécessairement, j'imagine, parce que c'était une des premières grosses campagnes virales. Je me souviens plus exactement de l'année, mais 2004. C'était sans doute... bah voilà, c'était il y a hyper longtemps. C'était quasiment à la création de YouTube, quoi. Donc, c'est super vieux. Il y a eu ça, et puis après, je crois qu'en 2007, ils en ont refait une autre de mémoire sur cette femme qui est retouchée, maquillée, pour montrer que voilà, enfin, ce qu'on voit sur les affiches et ce qu'on voit dans les pubs, c'est pas du tout la réalité. Donc il y a aussi des marques quand même qui vont dans ce sens-là, et maintenant, alors ça c'était il y a 15-16 ans. Mais maintenant, ça se libère beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus des corps différents, des actrices qui refusent d'être retouchées. On voit des pubs où on est obligé maintenant, je crois d'ailleurs, de noter quand c'est retouché quand c'est retouché. Alors, ce qui est bon, c'est écrit en tout petit, hein, on va pas. mais il y a quand même ça. Donc ça bouge dans ce sens-là quand même. Tout à fait. Non, mais cette pub de Dove, elle était absolument pionnière, quoi. Donc l'idée, c'était la première fois où on avait sur une publicité avec des sous-vêtements blancs, des femmes jeunes, vieilles, grosses, minces, noires, blanches. On avait vraiment une diversité de profils. En plus, ces femmes, elles souriaient, elles se tenaient par l'épaule les unes les autres. Enfin, elles étaient vraiment dans un truc de sororité, une image qui était totalement inhabituelle dans les cosmétiques, déodorants et autres produits à l'époque. Et c'est vrai que c'est la pionnière, et elle a été depuis imitée partout. Tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le body positivisme, sur le féminisme inclusif ou intersectionnel utilisé dans la publicité, en fait tout ça vient de Dove. Et puis Dove, ils étaient vraiment très malins d'avoir pensé ça. Du coup, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires. Ils étaient autour de 2 milliards de dollars à l'époque, et en 10 ans, ils sont passés à 10 milliards parce qu'en fait, ils ont sorti cette première pub, et comme tu dis, en fait, ils ont recommencé avec une autre pub qui montrait un peu les dessous des fabrications des photos. Puis ils ont recommencé avec d'autres pubs. Puis en fait, voilà, ils ont complètement adopté ces publicités féminines. Et ils ont fait beaucoup d'émules. Mais alors du coup, est-ce que eux sont dans du féminisme? Parce que moi, du coup, j'ai pas été voir comment étaient fabriqués les produits. Dove, c'est Unilever, non, si je me trompe pas. Tout à fait, exactement. Je sais pas du tout quelle est la politique chez Unilever, mais est-ce que eux sont dans du féminisme washing, ou est-ce que à l'inverse c'est vraiment quelque chose, enfin là je prends l'exemple de Dove, mais et peut-être que t'as pas la réponse néanmoins, mais ou est-ce que ils sont vraiment alignés dans une certaine mesure sur des valeurs fortes? Alors en fait, moi je pense qu'au début ils ont fait ça par opportunisme marketing, élargir leur marché, etc. Mais pour moi, ils sont pas dans du féminisme washing aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment une politique de ressources humaines qui fait attention aux femmes. Donc ils font attention. Alors là, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais ils font attention à promouvoir des femmes au poste de direction, notamment au Comex. Ils font un vrai suivi des écarts de salaire. Ils investissent aussi dans l'associatif, dans une association qui fait des interventions au lycée et au collège pour parler de la façon dont les femmes sont représentées dans la publicité, et puis faire des groupes de parole où les lycéens décryptent les pubs, essayent de réfléchir.
Donc, on est plutôt dans une entreprise qui essaye d'être fidèle à ses valeurs, qui essaye d'aller vers une sorte de cohérence. Et pour moi, on n'est pas dans du féminisme washing. On l'est peut-être un peu plus chez Sephora, par exemple, qui reprend un peu les mêmes procédés, qui a fait cette magnifique publicité, je sais pas si tu vois laquelle, s'appelle The Unlimited Power of Beauty. C'est avec une jeune femme très belle, métisse, qui, en fait, elle démarre, elle est gamine, puis elle se maquille, puis elle a une rupture amoureuse, donc on la voit qui pleure avec son maquillage qui a coulé, puis elle va en boîte de nuit, on comprend qu'elle est possiblement bisexuelle, qu'elle a des relations diversifiées, puis elle va au boulot, et puis elle vieillit petit à petit, se regarde toujours devant ce miroir et se maquille avec c'est un peu ces différents passages que l'on peut avoir à vivre en tant que femme. Et même en y repensant là, j'ai encore une espèce de petit frisson parce que je la trouve vraiment belle, cette publicité. Mais par contre, cette publicité, elle correspond pas du tout à un changement de valeur, de traitement, une façon de faire les ressources humaines. Chez Sephora, il y a rien qui a changé, c'est juste la publicité qui est très belle. Et là, on est dans du washing, quoi. Là, on est dans du pure washing. Il y a aussi cette question, parce que tu abordes ça dans le bouquin sur le maquillage et en particulier le fait que pendant le confinement, les femmes se sont moins maquillées, ou en tout cas les chiffres d'affaires de ces sociétés-là, ils se sont un peu réduits. Donc il y a quand même cette dimension de je me maquille quand même pas mal pour l'extérieur, malgré tout. Donc je le fais. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi je m'habille pour moi, je me maquille pour moi, etc. La réalité, elle, évidemment que comme on est des animaux sociaux, on le fait quand même pas mal pour les autres. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Alors oui, parce qu'en fait c'est une question qui a été abordée par le féminisme beaucoup de fois, et moi je j'arrive pas à la trancher non plus. Est-ce que c'est féministe ou pas de se maquiller? Est-ce que c'est se forcer à correspondre à des idéaux de beauté? Mais c'est vrai que les ventes de maquillage se sont effondrées. Les ventes de rouge à lèvres continuent à être très mauvaises à cause du port du masque, évidemment. Et donc du coup, oui, effectivement, on peut expliquer en tant que féministe qu'on se maquille pour soi ou pour faire plaisir, mais la vérité c'est que on le fait parce que par exemple au travail c'est bien vu. Une femme qui se maquille a un salaire qui est plus élevé qu'une femme qui ne se maquille pas. Une femme qui est jolie, qui correspond aux stéréotypes sociaux, qui s'habille bien comme il faut et qui se maquille, elle est payée 20% de plus qu'une femme qui ne fait pas d'efforts particuliers pour correspondre à tout ça dans une entreprise classique. C'est une étude d'économie comportementale qui dit ça. Donc oui, effectivement, la question est pas tranchée. Et moi, pour être très honnête, je me suis très peu maquillée pendant ce confinement. Donc mon rapport au féminisme, au maquillage, c'est un peu pour coller aux stéréotypes. Non, mais bien sûr. Et alors justement, on n'a pas encore vraiment parlé des différences de salaire. Il y a une phrase que tu dis au début du bouquin et qui dit qu'en fait, en France, le féminisme, il joue beaucoup sur l'intime, mais moins sur la partie business. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et ensuite, on va rentrer dans effectivement les différences de salaire et toutes ces considérations qui sont évidemment essentielles. Oui, c'est quelque chose que moi je regrette en fait. On a beaucoup d'émissions, par exemple de podcasts, notamment La Poudre de Lorraine Bastide ou Les Couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui sont exceptionnelles et très écoutées en France. On a beaucoup d'essais féministes qui sortent ces derniers temps. On en parle du coup aussi beaucoup de féminisme dans les magazines féminins, dans le magazine Cosette aussi. Et en fait, tout ça, moi, je vois un point commun, c'est qu'en général, ça se centre sur l'intime. Alors bien sûr, dans le féminisme, on dit l'intime est politique. Par exemple, le droit à l'avortement, c'est éminemment politique. Ça parle aussi beaucoup de sexualité. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a une vraie connaissance du corps et du plaisir féminin depuis plusieurs années qui se partagent. Mais effectivement, il y a quelque chose d'historique dans le féminisme français qui est quand même ancré très à gauche. Même s'il y a effectivement un féminisme un peu libéral lié à l'empowerment qu'on voit par exemple dans les réseaux de femmes en entreprise, les femmes start-upeuses, etc. Mais en tout cas, les penseuses du féminisme français sont souvent des personnes qui travaillent sur l'intime, sur la sexualité, sur le couple, etc. Et très peu sur le travail, le pouvoir, l'argent,
la consommation, l'entreprise. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, ça intéresse à l'heure actuelle moins les femmes, et c'est un problème. C'est un problème parce que moi, je le vois vraiment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je vois vraiment que c'est une source d'inégalité profonde entre moi et mes amis, entre mes amis femmes et mes amis hommes, à la fois la progression dans le carrière, l'écart de salaire, comment ça se passe pour gérer vie privée et vie professionnelle après les premiers enfants. Et tout ça, et comment on investit, par exemple, les femmes n'investissent que très peu en France. Elles vont faire les dépenses du foyer, donc c'est pour ça que la publicité s'adresse beaucoup aux femmes, parce que c'est elles qui vont acheter la nourriture, programmer les vacances, etc. Mais par contre, faire les investissements, les placements dans une assurance vie, dans la bourse, dans des bitcoins, tout ça, c'est des trucs qui échappent complètement aux femmes. Et ça, je pense que c'est un problème. Et il faut que le féminisme s'en occupe. Mais je crois que Léa Salamé est allée dans ce sens, justement. Enfin, il me semble, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, dans son essai Femmes puissantes, elle parle beaucoup de pouvoir. Et là, un moment ou deux où elle parle d'économie, notamment avec Christine Lagarde. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité de la différence de salaire entre hommes et femmes en France? Parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je sais que tu prends des exemples comme celui de l'Islande. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler. Des pays où la politique est vraiment très différente de celle en France. Mais d'abord, peut-être revenir sur la réalité en France pour ensuite voir ce qui se passe dans d'autres pays. Oui, alors en France, les écarts de salaire, en fait, ils se sont un peu réduits pendant quelques décennies, mais là, effectivement, ça stagne. Donc, on a plusieurs manières de le mesurer. Je vais t'en citer que deux parce que sinon, je vais perdre tes auditeurs. Alors, il y a la manière utilisée par certaines chercheuses, par la CGT, etc., qui est de dire on va mesurer les salaires hommes-femmes tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que on va pas essayer de corriger le fait que les femmes sont beaucoup plus à temps partiel, qu'il y a des temps partiels qui sont subis, pas toujours désirés, que il y a des arrêts de congés maladie, etc., de congés maternité, etc., que les femmes sont dans des secteurs moins rémunérateurs que les hommes. Par exemple, elles exercent beaucoup les fonctions, ce qu'on appelle du care, le fait de s'occuper des enfants, du soin, de la santé. Elles sont beaucoup plus dans la fonction publique. Elles sont beaucoup plus dans des postes et dans des secteurs dans lesquels c'est moins rémunéré. Et les hommes sont beaucoup plus dans l'ingénierie, l'entrepreneuriat tech, par exemple. Les grandes entreprises du CAC 40, etc. Tout ça, quand on met toutes ces inégalités mis bout à bout, ça fait environ 25,8% d'écart de salaire homme-femme. Et ça, c'est énorme. Alors après, il y a une autre manière de mesurer les écarts de salaire qui est en procédant en fait par des corrections, ce qu'on appelle des corrections en économie. Donc c'est-à-dire, je prends des gens qui ont fait les mêmes études, qui sont tous en CDI, qui sont tous à temps complet, qui exercent dans les mêmes domaines, et je vais mesurer les écarts de salaire en corrigeant tout ça. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, il reste ce qu'on appelle la discrimination pure. Donc c'est vraiment l'écart de salaire qu'on peut pas expliqué, qui est vraiment fait à la tête du client ou de la tête de la cliente, par les ressources humaines, par les entrepreneurs, et qui est profondément injuste. Et là, en France, on le mesure autour de 9%. Et c'est ça que les politiques essayent de corriger aujourd'hui. En vrai, il faudrait essayer de tout corriger, mais c'est ça que les politiques essayent de corriger aujourd'hui, que les entreprises sont appelées à essayer de corriger aussi. Et en même temps, en France, on a un président qui, d'un côté, met Darmanin en place et d'un autre côté aide ou en tout cas accompagne Delphine O que j'ai aussi reçu sur ce podcast à créer ce forum hyper important sur le féminisme. Et c'est intéressant de voir que pourtant c'est la même personne, et puis il avait pas mal basé quand même son élection sur ces valeurs-là, et elles sont plus ou moins défendues finalement, non? Oui, alors moi il m'agace beaucoup parce que vraiment c'est pour ça que je parle de féminisme washing du gouvernement autant que celui des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'il dit et ce qu'il réalise, et notamment quand ce qu'il réalise est coûteux.
Donc c'est vraiment de la stratégie politique et communication pour moi. Donc oui, effectivement, comme tu dis, Emmanuel Macron, il avait fait sa campagne en se présentant comme féministe. Au Women's Forum en 2016, il avait dit je suis féministe et j'aimerais être reconnue comme telle par les féministes. Il avait promis que la lutte contre les violences faites aux femmes et les inégalités serait la grande cause du quinquennat Macron. Il avait pas mal communiqué là-dessus, avec Marlène Schiappa notamment, qui était très médiatisée comme secrétaire d'État aux droits des femmes. Voilà. Et puis, la vérité, c'est que il a fait beaucoup de choses qui ont énervé les militantes. Et moi, j'essaye vraiment de confronter ces mondes différents dans mon ouvrage. Donc, effectivement, il y a la nomination de Gérald Darmanin qui était mise en accusation pour viol. Donc ça a été quelque chose qui a beaucoup agacé. Et puis moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est par exemple le congé paternité. Macron a beaucoup communiqué sur le fait qu'il allait faire passer le congé paternité de 11 jours à 28 jours. Or, tout ça, en fait, c'est une application d'une loi européenne. Et les représentants du gouvernement français, quand toute cette loi a été débattue à la Commission européenne, se sont battus pour que ce soit le moins long possible. Parce qu'en vrai, ça allait coûter cher aux entreprises, ça allait être compliqué à mettre en place, etc. Donc ça, c'est vraiment un écart entre je fais des tonnes de communication et je me bats pour que ce congé paternité soit plus court. Et puis après, il y a aussi toutes les questions de financement. En fait, le budget des droits des femmes a un petit peu augmenté, mais très peu. J'ai plus le chiffre en tête là, mais on est autour de 350-370 millions d'euros annuels. Et les féministes réclamaient beaucoup plus, notamment pour les places d'hébergement des femmes victimes de violences, dont on a revu avec le confinement que c'était un vrai sujet. Donc voilà, c'est pour ça que le féminisme washing du gouvernement, il est assez agaçant, quoi. Mais effectivement, il fait des choses, mais il fait peut-être pas le plus important. Et en regard, on a l'Islande. Et moi, tu vois, c'est marrant parce que tu parles dans le livre de la Suède, qui est un exemple dont on parle souvent, donc qui m'était pas du tout inconnu. Mais par contre, l'Islande, j'en avais aucune. J'avoue que j'en avais aucune idée. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en Islande et comment c'est géré? Oui, alors en Islande, faut savoir que les féministes ont réussi à faire un truc super, c'est qu'elles ont fait une grève des femmes tous les ans à la même heure, le même jour, pour sensibiliser aux écarts de salaire et aux inégalités. Elles descendaient toutes dans la rue, elles partaient en plein milieu de l'après-midi. Donc c'était, si je me trompe pas, c'était en novembre. Donc elles avaient décidé et calculé que, comme les femmes gagnent moins que les hommes, à partir de telle date du mois de novembre, c'est comme si elles travaillaient gratuitement. Et du coup, elles sont descendues dans la rue pendant des années pour demander l'égalité. Et l'Islande, en fait, finit par inscrire tout ça dans la Constitution, fait une loi où les inégalités de salaire sont complètement devenues inégales et demander aux entreprises de se justifier. Donc, c'est pas à l'État d'aller vérifier ou à l'inspection du travail d'aller vérifier si les entreprises respectent bien l'écart de salaire. C'est vraiment aux entreprises de fournir toutes ces informations à l'État et puis avec une amende importante pour chacun des jours où les écarts de salaire ne sont pas respectés. Bon, en gros, les entreprises islandaises, elles n'ont plus vraiment le choix. Maintenant, elles sont obligées d'aller vers ça, quoi. Ok. Et pour revenir sur la sphère peut-être médiatique, il y a une question que je me pose autour d'abord parce qu'on parle là, tu parles de féminisme washing et pour rester sur les anglicismes, est-ce qu'il n'y aurait pas d'une certaine manière de la part des hommes mais aussi de certaines femmes une sorte de féminisme fatigue qu'on peut ressentir, ou est-ce que toi tu le vois pas du tout, ou est-ce que tu penses que c'est à force que les entreprises poussent dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu appelles le féminisme fatigue? Le féminisme fatigue, pour moi, ça serait une sorte de réaction à l'opposé, parce qu'il y a tellement de gens qui se prennent la parole, que ce soit des marques, des individus sur les réseaux sociaux, des gouvernements, enfin des politiques, etc., qui auraient une sorte de rejet relatif du féminisme. Est-ce que toi, tu le ressens pas du tout, ou tu l'as pas du tout observé quand tu as écrit le livre?
En fait, j'observe. Alors, je sais pas si ça correspond tout à fait à ce que tu décris, mais j'observe plusieurs choses. Effectivement, tu as une sorte de fatigue chez peut-être chez une génération qui est féministe, qui se déféminise, mais qui a l'impression qu'on en parle un peu tout le temps, qui est plutôt les générations des trentenaires, on va dire, et donc peut-être un peu marre qu'autant de choses tournent autour de ce sujet, même si les convictions sont complètement partagées. Et après, il y a une opposition féroce au féminisme, qui est une opposition idéologique et politique, qui est partagée par beaucoup de gens, notamment chez les conservateurs, qui est voilà, en fait, de vouloir remettre les femmes à leur place, les hommes à une place, donc eux pensent biologique, que nous on dirait plutôt voilà, socialement acquise et socialement construite. Mais en tout cas, oui, il y a effectivement plein de courants là-dessus. Ce sont des personnes qui ont parfois beaucoup de capacités de parole dans les médias, et notamment sur des médias comme CNews, qui vont beaucoup leur donner la parole sur comment ça s'appelle, Russia Today, sur Le Figaro, sur voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi un autre mécanisme que les psychologues appellent le mécanisme de la réactance. Donc ce sont en gros des gens qui politiquement sont pas pour le féminisme et qui vont se sentir un peu attaqués par le féminisme, comme si leur position, en général une position dominante, mais comme si leur position était menacée. Et donc, ils vont réagir contre le féminisme par une levée de bouclier, quelque chose de vraiment actif. Et donc, c'est par exemple la fameuse tribune que moi j'appelle la tribune des Catherine. C'était la tribune dans Le Monde pour le droit d'importuner. Donc là aussi, voilà, ça c'était des femmes qui idéologiquement sont pas féministes et qui se sentaient un peu peut-être menacées par tout ça. C'est hyper. C'est vrai que cette tribune, elle était hyper intéressante parce que tu avais ces femmes qui étaient quand même, tu vois, des femmes qui ont été très emblématiques pour beaucoup et qui étaient perçues comme des femmes fortes et libres. Exactement, ouais, exactement, et qui ont défendu des valeurs quasiment inverses. Enfin oui, non, même pas quasiment, inverses au féminisme. Après. Oui, il y avait Catherine Deneuve, il y avait Catherine Millet, qui était connue pour sa liberté sexuelle. Bien sûr. Et ouais, c'était effectivement impressionnant, mais apparemment, les sociologues disent que c'est des mécanismes assez fréquents dans l'évolution historique de certaines valeurs. Il y a des moments de retour en arrière, et c'est vrai que nous on a beaucoup parlé de backlash contre les féministes, et finalement, ça fait peut-être partie du chemin. Ouais, c'est complètement possible. Il y a une question aussi que je voulais te poser, parce que j'arrive pas vraiment, pour être tout à fait sincère, à me positionner non plus. Parce que quand on parle de féminisme, on parle aussi beaucoup d'intersectionnalité, on parle, enfin voilà, pas juste du droit des femmes, mais aussi de l'apparence physique, etc. Et il y a eu ce clash, on va vraiment appeler ça comme ça, entre Le Monde et Ise. C'est la chanteuse, oui. Noire et plutôt obèse, il n'y a pas de voilà. Qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, tu en penses? C'est-à-dire que d'un côté, il y a des journalistes plutôt, ce que j'ai vu moi en tout cas, qui disent oui, mais ça c'est le travail journalistique, et effectivement le journalisme c'est pas les réseaux sociaux, donc on n'est pas là juste pour aller dans ton sens en fait finalement. Et puis de l'autre côté, Ise et un certain nombre de personnes, parce que ça a vraiment généré un clash, qui disent oui, non mais là en fait on est sur du bashing total, et donc une forme de racisme sans doute, etc. Comment toi tu vois les choses? Alors, oui, c'est une question hyper épineuse. Donc, je vais juste te dire d'où je parle, parce que je pense que c'est toujours important de préciser ça. Je suis aussi, en plus d'être autrice de ce livre, je suis aussi présidente de l'association des femmes journalistes en France, qui s'appelle Prenons la Une, et qui est une association féministe qui travaille sur l'amélioration des conditions professionnelles des femmes journalistes et sur les représentations. Pourquoi je précise? Parce que du coup, on a eu des débats très houleux au sein de l'association sur comment on devait percevoir cet article. Moi, cet article, j'ai trouvé qu'il avait un vrai problème de représentation sur un sujet précis, qui est la grossophobie. Effectivement, prendre une femme obèse qui
s'affirme et se dit obèse, donc on peut vraiment utiliser ce terme, mais la mettre dans un contexte où elle est en train de dîner et où on fait référence, je crois que c'était genre 1/5 du papier qui faisait une référence à la bouffe, à ce qu'elle était en train de manger, à la façon dont elle était en train de le manger, etc. Là, on est complètement dans la caricature et le stéréotype. Ça me dérange profondément que la journaliste se soit pas dit à un moment « Attends, je peux pas caricaturer une femme grosse en racontant les choses comme ça. » Donc ça, c'est mon côté féministe qui parle. Mon côté journaliste, il pense que y a un problème dans la communication aujourd'hui que je vois beaucoup dans les entreprises, mais que l'on voit aussi chez les artistes, qui est je vais parler qu'à des médias amis, des médias qui vont dire du bien de moi. Et je pense que la liberté de ton de journaliste, la manière de dire, de donner son avis, de dépeindre une personne, de raconter les coulisses d'un portrait. Moi, je le fais beaucoup dans mes articles. Je raconte beaucoup les coulisses, comment la personne se comporte. Et donc là, apparemment, elle était peut-être pas très sympa avec la journaliste, un peu pédante. Et moi, je pense que ça fait partie de l'information, de la façon d'informer, surtout dans un truc très incarné comme ça. Et donc, pour moi, ça me paraît tout à fait normal que la journaliste ait pu écrire l'article comme ça et je pense que Iseult se comporte un peu comme une diva. Ce n'est que mon opinion et dans mon association, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perçu le truc différemment, qui ont trouvé que c'était un peu sexiste, que c'était raciste, que au final, elle l'avait peut-être jugé beaucoup plus durement parce que c'était une femme blanche qui regardait une femme noire obèse et qui l'a jugée. Bah, de toute façon, Iseult, enfin, je l'ai pas écouté, hein, mais je sais qu'elle a enregistré l'intégralité de l'interview, donc j'imagine, parce que j'ai vu que des gens l'avaient écouté, donc j'imagine que c'est disponible. J'ai pas poussé l'intérêt jusqu'à écouter la bande, enfin, j'ai pas poussé l'intérêt jusqu'à même la chercher, en fait. Donc je sais pas trop, mais effectivement, c'est intéressant, enfin, c'était, en fait, je sais pas, j'ai pas de souvenir, proche, en tout cas, d'un clash comme ça entre deux femmes sur un sujet, tu vois, c'est assez étonnant en fait, finalement. Mais ok, c'est hyper intéressant. Effectivement, tu parles d'un endroit où effectivement, t'as justement cette capacité à prendre du recul sur le sujet. Et nous on en débat beaucoup. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, je voudrais claquer la porte aux bulles cognitives et aux façons de rester dans l'entre-soi. Je trouve que c'est un problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet et notamment au sein des milieux féministes. En fait, on suit des gens qui sont d'accord avec nous, qui partagent notre pensée. On est beaucoup moins confronté à des univers différents, à des gens qui ont des pensées divergentes. On est beaucoup moins confronté à des clashs, des désaccords. On s'intéresse beaucoup à lire beaucoup de choses sur nos sujets de prédilection, mais peut-être qu'on a moins d'ouverture sur d'autres sujets. En fait, avant, j'avais l'impression qu'avant, on lisait un média et qu'en fait, dans ce média, on apprenait des choses sur la politique, sur l'économie, sur la culture. Aujourd'hui, on suit des fils, des réseaux, des trucs, des informations hyper personnalisées et donc on peut être des puits de science sur certains sujets précis, pas connaître du tout d'autres trucs. Et en fait, moi, je trouve que ça unifie vachement la pensée, que ça nous empêche de réfléchir à plein de choses, que ça empêche de faire le pont entre les mondes. Et je pense que c'est ce que tu as dû voir dans mon livre, et je pense que c'est ce que tu fais aussi d'ailleurs beaucoup. Bah, c'est totalement ce que j'essaie de faire. Donc. Voilà, le fait d'essayer de créer des ponts. Donc moi, c'était entre les entreprises d'un côté et les militantes de l'autre, entre les autrices, les penseuses et les personnes qui font les ressources humaines, la pub, le marketing, montrer les pensées, comment ça se confronte, pourquoi il y a des désaccords. Est-ce qu'on peut vraiment parler de purisme ou est-ce que il faut que les uns et les autres s'inspirent? Et je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est à ça du coup que je voudrais ouvrir la porte. Et j'ai l'impression que tu le fais aussi, quoi, que tu parles beaucoup des discours des militants, par exemple avec Hugo Clément ou avec Alice Barbe récemment, et que tu les confrontes à peut-être ta culture qui est plus marketing, non?
Ah, moi, ma culture, elle est totalement marketing. Après, en tout cas, oui, clairement, ça, c'est mon métier, ça l'a été pendant des années, donc c'est clairement ma culture. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'amener de la complexité de manière accessible, mais surtout de montrer que finalement, tout ce changement de société, tous ces sujets qui peuvent paraître distants les uns des autres sont en fait tous liés. Et moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant en fait. Oui, c'est ça. Plus la culture du sens dans l'économie et l'entrepreneuriat prend forme, plus tout ça devient lié, ouais. Exactement. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.